une nouvelle jeunesse pour l'agriculture familiale en France. Je ne me résigne pas à voir la disparition de l'agriculture française familiale. Je rappelle qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs en France en 1960 et qu'ils sont tombés maintenant à moins de 400 000. Ça veut dire que 90% des agriculteurs français ont disparu. Et si on continue à ce rythme, il n'y aura bientôt plus, dans 15 ans, peut-être que 40 ou 50 000 agriculteurs familiaux. Nous n'aurons plus que des grandes entreprises de l'agro-business avec des fermes de 50 000 vaches et des poulaillers de 250 millions de poules, presque autant que d'adhérents à En Marche. Donc moi, je veux tout simplement arrêter le déclin. Je n'admets pas que nos compatriotes agriculteurs, je n'oublie pas d'ailleurs que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents plus exactement, étaient des agriculteurs. Voilà, et que la grande majorité d'entre nous, on a tous un arrière-grand-parent qui était, ou un grand-père ou une grand-mère qui était agriculteur ou agricultrice. Donc je ne veux pas laisser tomber cette partie fondamentale de l'identité française, puisque la France, depuis plus de 2000 ans, est une puissance agricole et elle a besoin de ses agriculteurs. Donc nous allons assurer l'élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs. Nous mettrons en place, en tant que de besoin, des taxes à l'importation variables selon les productions afin de protéger l'agriculture familiale nationale. Parce que sinon, si on reste dans le marché unique, puisqu'on impose en France un SMIC horaire dans l'agriculture alors que la plupart des autres États de l'Union européenne n'en ont pas, eh bien notre agriculture va se terminer. Nous allons remplacer la politique agricole commune par la politique nationale agricole, la PNA. La sortie de l'Union européenne ne modifiera en rien le niveau des subventions versées par la prétendue Union européenne, puisque, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces subventions, c'est nous qui les payons. Nous réorienterons donc les agriculteurs peuvent compter sur ma parole. Ils toucheront au moins la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être affublés du drapeau bleu aux étoiles d'or du Saint-Empire romain germanique, ce sera le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française. Nous réorienterons la politique agricole vers des objectifs qualitatifs en termes de qualité des aliments, de préservation de l'environnement. On définira un nouveau modèle pour l'agriculture française familiale. Nous allons garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs, favorisant un prix juste à la vente des productions par la régulation des spéculations sur les produits alimentaires à destination de l'homme et des animaux en règlement des marges de la filière. Nous assurerons un prix minimum de viabilité en dessous duquel la grande distribution ne pourra pas descendre. Nous créerons un fonds de calamité agricole afin de dédommager les exploitants victimes et nous stabiliserons le marché et l'orienterons vers les productions locales en tant que de besoin. Nous rapprocherons localement les producteurs des consommateurs et nous favoriserons les circuits courts, à la fois pour le maintien de l'activité en zone rurale, également pour minimiser autant que faire se peut toutes les productions de gaz à effet de serre, tous les effets de transport, les pollutions de toute nature. Nous créerons donc un système de distribution par Internet connectant les producteurs et les plateformes de distribution locales. L'objectif étant de créer un marché local de façon à économiser sur les coûts de transport. Nous garantirons l'autosuffisance alimentaire nationale et nous participerons à la sécurité alimentaire mondiale en mettant en place un nouveau plan d'occupation des sols et une garantie des aides alimentaires aux organisations non gouvernementales qui luttent contre la faim dans le monde. Nous allons accroître la biodiversité et la qualité de l'agriculture avec des nouvelles techniques plus respectueuses de l'environnement et protectrices des sols et des terroirs. Nous favoriserons d'ailleurs
à ce propos, l'installation de jeunes en zone rurale, parce qu'il y a tout un mouvement dans la jeunesse de nos jours qui souhaite pouvoir s'installer dans l'agriculture. Nous garantirons bien entendu une évaluation technique et fiable de ces techniques, mais nous favoriserons l'émergence des techniques nouvelles en système agro-sylvo-pastoral tels que la permaculture ou l'aquaculture. Notre objectif sera d'essayer de faire, au cours du quinquennat, de redresser le nombre d'agriculteurs en France, tombé à 400 000, essayer qu'à la fin du quinquennat, l'objectif sera qu'il soit remonté, on ne demande pas la Lune, mais remonté à 600 000 agriculteurs. Nous protégerons les terres arables de la prédation foncière en luttant contre l'étalement urbain, en raidant à l'État le plein contrôle des plans d'occupation des sols et en défendant en particulier au passage les petits commerces des centres urbains qui sont actuellement dévastés par l'implantation autour de toutes les villes françaises, même maintenant des villes moyennes et même des petites villes, de banlieue à l'américaine. Nous œuvrerons pour améliorer significativement le bien-être animal. Nous intégrerons dans la loi les questions de souffrance animale. Et puis, nous interdirons les OGM, y compris dans la nourriture animale. Notons bien que tout ceci n'est possible, bien entendu, que dans le cadre d'une sortie de l'Union européenne. Tout ceci, sinon, est absolument impossible. Et on continue. Nous allons libérer le commerce des semences anciennes et nous allons interdire le brevetage des nouvelles. Nous entamerons en tant que République française souveraine et indépendante, et nous ne serons plus liés par je ne sais quel commissaire européen dans les mains de je ne sais quel lobby, nous entamerons des négociations avec l'Organisation mondiale de la santé sur les règles de l'Organisation alimentaire mondiale, de la FAO, liées au Codex Alimentarius, afin de refuser une partie des normes dans la production nationale, et pour certains produits importés, nous modifierons également les normes des fruits et légumes de telle sorte que ça convienne au peuple français et à ce que nous souhaitons, nous. Nous allons sensibiliser les consommateurs pour qu'ils changent leurs habitudes et qu'ils acceptent d'acheter des produits mal calibrés, mais préservant leur santé et l'environnement. On fera de l'éducation populaire en apprenant aux jeunes générations à mieux se nourrir et également à rechercher la qualité gustative des aliments. Nous favoriserons le développement de la recherche en la dotant des moyens nécessaires, notamment dans le cadre de l'INRA, avec des produits, avec le système, parce que l'interdiction des OGM ne veut pas dire la fin de la recherche, bien au contraire, mais au contraire, on peut poursuivre les recherches d'hybridation naturelle à partir des espèces existantes. Nous aiderons les jeunes agriculteurs, y compris des urbains, à s'installer dans l'objectif de faire remonter la population d'agriculteurs de 400 000 à 600 000. On assurera la gestion sociale en créant, notamment au sein de Pôle emploi, une structure dédiée à cette filière. Nous favoriserons le recyclage des produits alimentaires non conformes. Nous assurerons l'indépendance des formations agricoles vis-à-vis des lobbies industriels du secteur et nous coordonnerons en matière de formation professionnelle les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture, parce que figurez-vous, j'ai appris ça d'ailleurs en allant récemment au Salon de l'Agriculture, qu'il y a des filières, par exemple dans le machinisme agricole,
où il y a 16 000 emplois non pourvus, tout simplement parce que, en fait, il n'y a pas de coordination satisfaisante entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Agriculture. Et puis, on a des images qui sont des images dégradées de la fonction d'agriculteur. Il faudra également veiller à redresser l'image des agriculteurs dans la collectivité nationale. Et enfin, nous veillerons, notamment par l'instauration des cycles courts, des circuits courts, à assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Nous aurons un système de veille. Nous essaierons de faire en sorte que le budget alimentaire ne dépasse pas 15% du budget global des ménages. Parlant de l'agriculture, j'en viens à parler des questions de protection de l'environnement, sur lesquelles l'agriculture, j'en avais déjà parlé, vous avez déjà ça dans le programme. Question de l'environnement, je n'en avais pas suffisamment parlé. C'est un axe important, très important même, auquel de plus en plus de nos compatriotes sont, à juste titre d'ailleurs, sensibilisés. Donc, pour répondre aux problèmes écologiques, ça impose d'abord de voir toutes les difficultés sans faux semblant. Il n'y a pas de solution miracle. Ça impose d'agir en proportion des enjeux et donc avec vigueur si nécessaire. Ça impose de réhabiliter l'idée de raisonnement à long terme. Ça impose de retrouver le sens de l'intérêt général et non pas la maximisation du profit particulier. Ça impose également de mettre en œuvre, dès que prime l'incertitude, le principe de précaution, tout en refusant de céder au discours catastrophiste. Nous allons nous garder de l'angélisme comme du catastrophisme. L'UPR, fidèle d'ailleurs à ce qu'elle est, c'est-à-dire un mouvement, au fond, de bon sens et de juste milieu, l'UPR prône ainsi une voie d'équilibre et de raison. Conformément à sa volonté de rétablir la démocratie en France, l'UPR associera les Français aux grandes décisions en matière de politique énergétique, en particulier sur la question du nucléaire qui divise et sur laquelle les Français n'ont jamais été consultés. Un grand débat national à l'issue duquel sera organisé un référendum, éventuellement avec plusieurs questions. Je l'avais déjà indiqué en 2011-2012, je le reprogramme, permettra aux Français de s'approprier les enjeux dans toute leur complexité. Moi, je fais confiance à l'intelligence de mes concitoyens. On leur mettra sur la table toutes les conséquences. Et ce sera à eux de décider librement de leur destin collectif. Par ailleurs, des comités consultatifs intégrant dans leur diversité les milieux associatifs et scientifiques guideront les choix, amélioreront la gestion des ressources et des comités. Alors, qu'est-ce que nous aurons comme mesure ? Premièrement, la sortie de l'Union européenne, bien sûr, comme préalable à toute politique écologique. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, je rappelle que la sortie de l'Union européenne va nous faire sortir d'un modèle d'ultra-productivisme, d'un modèle de mondialisation dite inévitable, de ce modèle qui consiste à aller faire fabriquer à 15 000 km le maximum de production. Vous savez qu'il y a eu une course autour du monde avec un catamaran en solitaire qui a eu lieu il y a un mois. Et au cours de cette course, il y a, paraît-il, 6 concurrents qui ont, dans la traversée du Pacifique, heurté des conteneurs qui flottaient à la surface de l'eau. Ça veut dire que les océans sont en train de devenir une poubelle. Le grand océan Pacifique, sillonné en son temps par Cook, Wallis et Bougainville, est en train de devenir une poubelle. Vous savez qu'il y a au nord-est d'ailleurs un continent de plastique qui doit faire 1500 km de diamètre comme une espèce de maelstrom. Ça, ce sont les produits fatals de la mondialisation prétendument inévitable, parce que vous ne pouvez pas faire impunément fabriquer le maximum de produits à 15 000 km de là où vous habitez, parce que vous bénéficiez de conditions environnementales qui sont... Il n'y a aucune norme environnementale ou peu s'en faut. Vous avez des consommations d'énergie extrêmement polluantes. Et puis vous avez tout simplement une noria de bateaux ou de navires ou d'avions qui polluent, parce que tout ceci coûte évidemment et laisse une trace en termes de gaz à effet de serre. Donc la première des choses à faire, si on veut vraiment lutter contre le saccage de la planète, c'est du pur bon sens. C'est autant que possible
faire réaliser les objets dont on a besoin le plus près de chez soi. Ça permettra d'ailleurs au passage d'économiser les ressources énergétiques de la planète. La deuxième chose, c'est que nous donnerons la parole au peuple, je l'ai dit, sur la question de l'énergie en France et sur l'électricité nucléaire en particulier. Nous consulterons les Français sur la manière dont l'électricité est produite en France. Des questions à choix multiples permettront de déterminer les politiques à conduire. Nous ferons valider par les Français les mesures de sobriété énergétique nécessitant d'importants investissements et à chacun devant recevoir selon ses besoins. Troisième élément, nous gérerons les ressources nationales avec bon sens. Nous réorganiserons nos moyens de surveillance de l'état écologique de la France et les principaux organismes de gestion des sols, des eaux et des forêts. Nous gérerons la ressource en terres fertiles en préservant les terres arables. J'en ai déjà parlé dans le chapitre précédent, le programme est totalement cohérent. Nous gérerons la ressource environnementale des pépites que sont nos outre-mer, puisque nous avons, grâce à l'histoire, nous avons des liens avec des pays, des départements, des collectivités d'outre-mer remarquables. Nous devons gérer leurs ressources. Je pense à certains départements, notamment dans la Caraïbe ou en Guyane, où les questions environnementales sont devenues aiguës et où il faudra faire très attention justement à ce qui s'y passe. Je pense à l'invasion des sargasses, notamment du côté des Caraïbes françaises. Nous protégerons la biodiversité, la ressource en eau, et nous veillerons à préserver la beauté des paysages français. Et puis nous mettrons à profit les services écosystémiques dans la construction, l'organisation du territoire et le paysage. Il m'est arrivé, allant dans le Gers il y a quelques mois, chez l'un de nos adhérents, militants, qui m'est cher, et qu'il m'héberge dans sa maison, qui était une maison, je ne connaissais pas ça, une maison passive, qui fonctionne avec un puits canadien. Et j'ai été, j'avoue, assez surpris, dans cette maison où il n'y a pas un seul instrument de chauffage, de constater qu'il faisait moins 4 degrés dehors et qu'il faisait sans aucun chauffage. Il faisait 22, 23 degrés à l'intérieur de cette maison. Il n'y a que quelques exemplaires qui existent en France. Ça se développe beaucoup en Allemagne. Ce sont des sources d'économie d'énergie absolument fantastiques. Et non seulement d'économie d'énergie, mais également d'économie tout court dans le budget des ménages. Il faut absolument aller vers ce genre d'organisation et notamment de construction au XXIe siècle. Nous appliquerons le principe de précaution pour se préparer au futur en réduisant la dépense de notre économie aux hydrocarbures. Justement, par exemple, comme je le disais à l'instant, puisque vous savez que le chauffage urbain consomme beaucoup, notamment d'hydrocarbures, et nous augmenterons significativement les stocks stratégiques nationaux, parce que ça, c'est un principe de prudence, de même que l'autosuffisance alimentaire. Nous devons toujours, en bon père de famille, prévoir ce qui pourrait arriver en cas de coup dur le lendemain. Nous allons lancer aussi toute une politique de lutte contre le gâchis, en réduisant l'énergie consommée par les bâtiments en France, j'en viens d'en parler, en diminuant les gaspillages industriels, en favorisant un système industriel sobre en consommation de ressources naturelles, en dynamisant et en développant les circuits courts et le local, j'en ai déjà parlé. Nous créerons une taxe verte à l'importation, une taxe sociale environnementale sur les productions importées ayant des standards écologiques et sociaux de production plus faibles que nos exigences françaises. Bien entendu, ceci est impossible dans le cadre européen. Et nous négocierons ceci, si nécessaire, à l'Organisation mondiale du commerce, où nous reprendrons notre place pleine et entière, puisque nous ne serons plus dans l'Union européenne. Nous ferons également les promoteurs de la préservation de l'environnement sur la scène internationale. Nous promouvrons la redéfinition des objectifs justement de l'Organisation mondiale du commerce auprès de nos partenaires en proposant justement l'inclusion de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles dans la politique générale de l'OMC. Nous mettrons un terme aux exportations sauvages de déchets dangereux
parce qu'il n'est pas normal de transformer tel ou tel pays d'Afrique en dépotoir des déchets dangereux des pays occidentaux. Et puis nous veillerons à protéger la santé mondiale par des initiatives à l'Organisation des Nations Unies pour la réduction des antibiotiques dans l'agriculture et des perturbateurs endocriniens. Nous orienterons la mobilité pour améliorer l'amélioration de la qualité de la vie et de l'environnement. Nous résorberons les embouteillages perpétuels et la saturation urbaine qui provoquent une pollution conséquente. Nous mettrons en œuvre un grand plan en faveur du train à moyenne vitesse. Nous favoriserons davantage les transports en commun et les transports alternatifs, les transports doux. Nous allons réduire nos effets de gaz à effet de serre dans le cadre de la COP21, mais rien ne nous interdit de faire mieux que les engagements que nous avons pris. Nous garantirons l'indépendance des scientifiques qui travaillent sur le climat et l'énergie, et nous faciliterons la recherche dans ce domaine. Nous leur laisserons une totale liberté de travail et de réflexion. Nous mettrons la science et l'expérimentation au service de la résilience de nos sociétés et à la protection de l'environnement, en conciliant la recherche économique et la recherche écologique en France, en développant et en soutenant la recherche dans les technologies à haut potentiel écologique, en favorisant le développement d'expériences locales réussies, toutes les innovations sociales possibles après études et projets pilotes, en soutenant le secteur des économies d'énergie, en particulier par un accent porté à la rénovation énergétique des bâtiments anciens. Nous améliorerons le tri sélectif et soutiendrons le secteur du recyclage des déchets. De façon générale, nous aurons un enseignement qui invitera à faire preuve d'un petit peu plus de parcimonie. Nous demanderons aussi, et nous envisagerons peut-être aussi, d'avoir des taxes qui favorisent les produits de grande longévité pour lutter contre l'obsolescence programmée de tous les produits.